Je vais vous parler d'un sujet qui est énormément d'actualité en ce moment, dû à la migration universelle vers GA4 et l'abandon le 1er juillet. Donc, c'est un sujet qui est dans la bouche de beaucoup d'agences. Donc, je vais me présenter. Donc, ma société est sur Montpellier, c'est la société Kixel, qui a maintenant 7 ans, où on fait beaucoup de collecte de données, beaucoup de tracking, applications mobiles, sites web, conversion. C'est un peu notre objectif. Et puis beaucoup de dev autour de PrestaShop depuis très très longtemps, et évidemment du SEO on-site. Ça, c'est parce qu'on m'a demandé de mettre une slide, mais effectivement j'ai un module de tracking qui existe depuis longtemps maintenant. J'avais certaines exigences, enfin du moins mes clients avaient certaines exigences en termes de collecte de données, notamment pour les régies publicitaires, etc. Et donc j'avais amorcé un développement, et aujourd'hui c'est un module qui existe toujours et qui est déployé sur pas mal de sites, qui aujourd'hui intègre le consentement et qui intègre un certain nombre de trackers. Et c'est la nouvelle version que vous ne connaissez pas en haut à droite, qui devrait voir le jour normalement en septembre. Donc c'est un module qu'aujourd'hui je fais évoluer sur une base Google Tag Manager et Google Tag Manager Server-Side. Alors je vais rentrer dans le vif du sujet pour donner un peu la thématique. Aujourd'hui, il y a au niveau du tracking, et en fait c'est une conférence qui se veut sur la collecte de données, mais pas uniquement pour la web analyse. C'est vraiment collecter des données pour alimenter vos régies publicitaires, Google Ads, Facebook, pour que vous puissiez piloter vos canaux d'acquisition. C'est ça en fait qui est important dans la collecte de données, avec toutes les contraintes que l'on connaît aujourd'hui et que je vais essayer de vous présenter, de vous résumer. Donc il y a ce qu'on peut faire, ce qu'on a le droit de faire, la responsabilité juridique évidemment de tout ça. Et puis il y a ce que les clients attendent. Donc il y a une responsabilité qui implique toutes les personnes, mais on ne peut pas tout faire non plus. Mais on arrive à collecter quand même certaines données. Donc on va commencer par les gros mots de la conférence. Donc RGPD, ePrivacy, Privacy Shield, SCREM 2. Je fais juste un tour d'ensemble, je ne vais pas trop m'attarder, parce que je n'ai pas le droit de déborder. Donc le RGPD et l'ePrivacy, juste pour faire la distinction, tous se remettent un peu à niveau. L'ePrivacy concerne vraiment les cookies, c'est-à-dire le fait de collecter un cookie et ce qu'on a le droit de faire par rapport à cette donnée à caractère personnel. Le RGPD va vraiment concerner le traitement des données, donc les données à caractère personnel qu'on va envoyer sur différentes plateformes et en l'occurrence faire sortir de l'Union européenne ou non. Et puis il y a CCPA pour la Californie. Il existe en fait plein d'autres règlements en fonction des différents pays. L'articulation, c'est vrai entre le... Alors ce que je n'ai pas dit, c'est que l'e-privacy, en fait, c'est une directive européenne qui est appliquée pays par pays. Nous, chez nous, en France, c'est sur la loi informatique et liberté. Et donc, on peut prendre une amende par l'application de cette loi, au même titre qu'on peut prendre une amende due au RGPD qui sera plus appliquée par la CNIL. Donc le consentement, et c'est ce qui concerne l'e-privacy, donc c'est ce que j'ai dit, c'est avant toute écriture ou lecture, demander le consentement de l'utilisateur sur ces données à caractère personnel. Le SCREM 2, vous en avez peut-être entendu parler, on voit de temps en temps quand les gens parlent de RGPD, de collecte de données, de tracking. En fait, c'est parti d'une personne, d'un Autrichien qui s'appelle Max Schrems, qui en 2015 en fait, a posé devant la Cour, c'était le SCREM 1, une affaire sur le traitement des données à caractère personnel. Et en fait, ce qui a vraiment été le détonateur, ça a été en 2020 quand il a... une des affaires qu'il a menées devant la Cour de tribunal européenne a mis en exergue le fait que le Privacy Shield, qui est ce bouclier qui est censé protéger les citoyens européens entre les États-Unis et l'Europe, était invalidé dû à l'affaire qu'il a portée, qui s'appelle donc SCREM 2, son nom, et qui a invalidé en fait Google Analytics, et c'est ce qui a créé en fait toute cette polémique. Donc tout ce qu'il était possible de faire en termes de collecte de données, ce qu'on avait en fait pas le droit de faire en termes d'export de données en dehors de l'Europe. Donc ça vient de lui et c'est l'affaire SCREM 2. C'est ni plus ni moins que le nom d'une affaire qui date de 2020. Très simplement, tout le monde le sait, le tracking, c'est quoi? C'est des snippets, des petits pixels qu'on met sur les sites de différentes manières, qui collectent des données. Le but du jeu, de tous ces trackers, une fois de plus, c'est vraiment d'analyser le comportement des audiences. La web analyse, c'est pas stocker des données comme un data warehouse, c'est vraiment essayer de comprendre le comportement des différentes audiences en fonction des sources d'acquisition, en fonction des différents devices, mais c'est aussi collecter des données pour
les différentes plateformes, comme je l'ai dit, du Facebook Ads, du TikTok, etc., pour pouvoir piloter correctement ses campagnes et dépenser son argent, optimiser son ROI, ROAS sur les différentes campagnes régies publicitaires. Ça, je vais peut-être le passer, c'est si on a le souhait de mettre en place soi-même un outil analytics indépendant, ceux qui déposent des dossiers, en général, passent par là. Je vous ai mis systématiquement des liens vers les références de ces documents, mais on doit proposer des solutions avec un certain exemptement pour pouvoir prétendre à une solution analytics CNIL reconnue, on va dire, avec le petit quid que vient se rajouter pour Analytics au référeur, mais je crois que j'en parle juste après. Donc les données à caractère personnel, c'est des données qui permettent d'identifier un utilisateur, le cookie en fait partie, mais en fait il y a bien d'autres choses qui permettent d'identifier un utilisateur. Et aujourd'hui, la grosse problématique par rapport à Google Analytics, c'est qu'ils sont beaucoup plus stricts et plus fermes sur les données envoyées jusqu'à présent, parce qu'ils considèrent que la puissance d'analyse des données de Google est tellement importante et que le fingerprinting même de la donnée envoyée contribue à retomber sur l'utilisateur. C'est pour ça, entre autres, qu'ils avaient demandé à exclure les référeurs des données envoyées à Google Analytics, ce qui est clairement en fait un non-sens dans le sens où vous n'avez plus vos sources d'acquisition, vous ne pouvez plus faire une analyse du comportement de vos audiences en fonction de la provenance de l'utilisateur. À tout ça vient s'ajouter, donc là ça met déjà un petit... on voit les problématiques qui se posent pour la collecte des données, le RGPD, on voit qu'on va devoir mettre en place le consentement. Et puis il y a aussi les évolutions de WebKit, donc intégrées dans les navigateurs, qui posent une contrainte avec l'évolution de ITP. ITP qui est intégré, en général c'est Safari qui est toujours devant, et qui vient bloquer les cookies, et notamment les cookies first party depuis la mise à jour 16.4, qui a encore fait un foin, c'est que les cookies tiers disparaissent au bout de 7 jours, mais même maintenant, les cookies first party, donc il est possible de prendre les cookies Analytics, Matomo, etc., de les mettre en first party, mais si ces cookies sont posés par un sous-domaine de votre domaine et que ce sous-domaine pointe vers une adresse IP différente du domaine principal, vous rentrez dans le cas de figure de ITP, et donc au bout de 7 jours, le cookie est automatiquement supprimé. Ce qui pose des contraintes, en fait, quand on a certaines campagnes d'acquisition, des sites qui ont des paniers très longs, avec des personnalisations, je pense aux livres photos, au faire-part, au calendrier, où les gens reviennent plusieurs fois, eh bien, on perd la source d'acquisition et on perd l'optimisation des campagnes. Ça, c'est un graphe qu'on présentait beaucoup en 2022, qui représentait la perte de données globale, qui est lorsqu'on fait juste du classique, et qui est somme toute très vrai sur le adblocker. Donc, on sait qu'on a le RGPD, on sait qu'on a les adblockers, on sait qu'on a ITP, et on a les annonces des fins des cookies tiers de Chrome en 2024. Donc, ça fait beaucoup de données perdues. Et on a besoin quand même de cette donnée. Une fois de plus, je le dis, ce n'est pas uniquement pour la web analyse, c'est vraiment aussi pour optimiser les budgets de nos différentes campagnes d'acquisition. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais ils annoncent Q1 2024. Ils vont faire un test sur 1% des utilisateurs sur Chrome, où ils vont désactiver les cookies tiers. Donc, il n'y aura plus les cookies tiers. Et Q2, normalement, ça sera déployé sur tous les utilisateurs. À prendre avec des pincettes, parce qu'ils avaient déjà annoncé ça l'année dernière pour fin 2023. Donc voilà, on va voir si en Q2, on aura effectivement plus de cookies tiers dans Chrome. Et ça, c'est pour répondre à une question qu'on m'a posée. Est-ce que tu peux rendre mon site 100% RGPD compliant en mettant en place ce tracking? La réalité est que le RGPD est beaucoup plus vaste que juste collecter les données sur un site et que tout le monde peut être impacté par ça. Il suffit que... plutôt tout le monde est partie prenante dans le RGPD et dans le traitement des données. L'idée n'est pas de parler du RGPD outre mesure, mais il faut bien comprendre cet aspect-là. Et parfois, le fait, pourquoi je vous montre cette capture, c'est que le fait de mettre un tracker, parfois, peut engendrer d'autres trackers. Typiquement, on a mis un tag Criteo sur un site, on s'est retrouvé avec un Adobe et un Facebook sur une vue panier qui déclenchait des ajouts au panier. Typiquement, vous collectez de la donnée en fonction de ce que vous avez mis en data layer, parce qu'ils se basent tous sur ça. Vous allez envoyer de la donnée vers des plateformes externes, vous faites un traitement de données vers une autre plateforme sur laquelle votre client n'aura plus la maîtrise. Alors, si c'est vous qui le faites, vous êtes sous-traitant,
Là, c'est des sujets juridiques, il faut en discuter avec son avocat et les DPO, mais souvent les avocats quand même. Donc voilà, ça c'est l'état des lieux. L'état des lieux aujourd'hui, le tracking est compliqué. On a toutes ces contraintes, le RGPD, l'e-privacy, l'ITP, les cookies tiers, les ad blockers qui font que ça devient compliqué de collecter tout ça. Donc avant toute chose, et c'est vraiment, on en a discuté même je crois plusieurs fois avec certains d'entre vous là tout à l'heure, c'est qu'en fait la première question à se poser c'est vraiment ce que vous voulez collecter. De quoi vous avez besoin? C'est les KPI évidemment, mais quelle est la donnée principale dont vous avez besoin? Et ensuite on va réfléchir à la solution qu'on va mettre en place pour collecter un maximum de données qui vont vous permettre de travailler et de faire travailler vos équipes sur la base de ces données sans collecter outre mesure. Ça, je donne ces outils-là qui, aujourd'hui, mais on pourra en discuter, je ne vais pas trop m'étaler, mais me semblent être les meilleurs outils. Alors, CMP, c'est au sens large, mais Tag Manager Server-Side et BigQuery, pour mettre en place une collecte de données efficiente. Et on va y venir, comment on peut essayer de bypasser un petit peu toutes ces contraintes. Sauf le RGPD, évidemment, dans certains cas de figure. Donc avant tout, là typiquement c'est un dashboard qu'on met en place avec un GA4 pour répondre à la question peut-on se passer de Google Analytics? Fondamentalement oui, on peut utiliser n'importe quelle plateforme de web analyse puisque le sujet c'était le tracking analytics. Oui, on peut s'en passer, on peut utiliser plein d'autres solutions. Il y a des histoires de coûts, de budget, mais la réalité c'est qu'il y a des entreprises qui ont investi des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros dans des dashboards très évolués et très complexes de collecte de données pour piloter les évolutions UX, différentes optimisations dont les équipes ont besoin. Et faire une transition, ce n'est pas aussi simple que ça. Et ça a souvent un coût assez important. Donc là, le lien en haut, vous le regarderez, c'est une vidéo Sunset Analytics qui est assez sympa. Donc je vous l'ai mis là. Et puis pour passer de Universal à GA4, pour ceux qui ne l'ont pas fait, vous avez dans Google Tag Manager, si vous tapez Kixel, vous allez tomber sur un petit converteur, un petit template que j'ai fait. Et je vous ai mis un lien vers un JSON qui reprend en fait certaines variables, et enfin une configuration basique, et qui en théorie, avec le data layer que vous avez déjà en place sur votre site, devrait vous permettre de remonter plus que les pages vues dans GA4, il fait le mapping sur l'ensemble des événements d'ajout au panier, de vue de panier, de begin checkout, de purchase, etc. Donc ça vous fera certainement gagner du temps. Donc concrètement, je reviens au basique, c'est effectivement de savoir ce qu'on veut faire avec sa donnée et comment on veut le faire. Ça, c'est vraiment le point d'entrée. Souvent, quand on vient me voir et qu'on me sollicite pour mettre en place un tracking sur n'importe quelle plateforme que ce soit, c'est la première question que je pose. C'est quel KPI vous voulez? De quoi vous avez besoin pour piloter votre business? Donc aujourd'hui, à mon sens, et c'est une conclusion, mais ce n'est pas la fin, mais c'est une conclusion intermédiaire, c'est qu'il faut essayer de multiplier les outils. Il y a des outils qui sont exempts de consentement, il y en a qui ne le sont pas. Vous devez multiplier les outils pour essayer d'extrapoler, d'aller plus loin dans la data que vous collectez pour pouvoir faire une analyse un peu plus fine. Donc aujourd'hui, des outils exempts de consentement, il y a Matomo. Alors, ceux qui s'attendaient à une présentation sur la configuration des outils, malheureusement, j'ai pris le parti de ne pas présenter ça, parce que sinon, ça serait une conférence pour chaque outil. Mais c'est très facile de configurer un Matomo en mode exempt de consentement. Je crois que je fais une slide juste après, derrière, où je vous mets le lien de la CNIL. La réalité, c'est qu'on collecte un petit peu moins bien de données, surtout si on respecte complètement le guide du RGPD. Mais on va voir que ça peut être intéressant dans des KPI qu'on va recueillir pour essayer d'extrapoler la data qu'on a perdu dû au consentement. Donc à mon sens, il est intéressant de mixer les outils de web analyse et de les tester, de voir s'ils répondent à vos besoins. Donc le réglage CNIL, je vous ai mis le lien. Le seul point à faire, c'est qu'effectivement, il faut quand même mettre un lien dans les conditions de gestion des cookies de vos sites web, un lien opt-out qui, là, pour le coup, même exempt de consentement, on ne traquera pas du tout l'utilisateur. Et ça aussi, je le montre, c'est que Matomo, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas si gratuit que ça. Il faut au minimum un plugin dedans, le Custom Report, sinon on ne peut pas jouer avec ses dimensions, on ne peut pas jouer avec ses metrics, on ne peut pas faire ce qu'on veut.
Et en fonction du volume d'informations que vous collectez, un événement reste un hit, le nombre de hits, tout ce que vous pouvez envoyer vers Matomo sur une solution cloud, les budgets peuvent vite grimper. Typiquement, le dashboard que je vous montrais précédemment, si on était parti sur du Matomo Cloud, enfin si on envisageait Matomo Cloud, on serait sur des budgets qui dépassaient les 10K par mois, ce qui commence à nous poser la question de est-ce qu'on doit utiliser une solution comme Matomo ? Donc le consentement et Google Consent Mode. Question rapide, est-ce que tout le monde sait ce qu'est Google Consent Mode? Ou on a entendu parler, plus ou moins? Alors, je vais commencer par le consentement et une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps de Didomi, qui a fait une étude sur 21 000 sites sur le comportement des utilisateurs sur la pop-up de consentement. Et en fait, c'est très intéressant, c'est que eux, ce qu'ils montrent, et en fait, ce qu'ils montrent, c'est la courbe noire, c'est réellement le taux de consentement. La courbe bleue, la courbe rouge, c'est ceux qui ont accepté, ceux qui ont refusé. On pourrait croire qu'on a un taux d'acceptation de 80%, mais c'est faux, parce qu'en fait, on a un certain nombre d'utilisateurs qui n'acceptent pas, qui ne font pas le choix de s'engager sur le site. Donc c'est ce taux de non-choix qui est mesuré. Et c'est là où ça devient très intéressant, c'est ça qu'on va essayer de rattraper par la suite. Donc ils sont en moyenne sur 60% de taux d'acceptation. Et c'est moi ce que je retrouve aussi sur la plupart de mes sites. Et c'est ce qu'on retrouve également dans une étude faite par la CNIL sur un ensemble de 1000 sites, si je ne dis pas de bêtises, où ils sont à peu près à 60% en se félicitant effectivement que le taux d'acceptation continue de baisser. Donc ça, c'est à peu près l'état des lieux. Alors ça, c'est un exemple avec mon module où on a fait tourner ça en s'amusant sur l'UX de la pop-up de consentement. Donc, est-ce qu'on a le droit de mettre le bouton refuser tout en haut à droite? Est-ce qu'on a le droit de le masquer? Comment on a le droit de présenter sa pop-up de consentement? Très honnêtement, si on suit la recommandation de la CNIL, normalement, il faut que les boutons soient au même niveau de lecture et qu'il y ait le même nombre d'actions pour accepter ou refuser. C'est des sujets comme l'exemption pour Matomo qui sont à discuter avec vos DPO et avec vos juristes. Ça ne sert à rien, à mon sens, dans certains cas de figure, de se mettre complètement, je dirais, dans le respect de la CNIL, puisque la CNIL n'est pas celle qui a défini la loi sur ça. Elle le propose, elle l'a présenté, mais je ne suis pas convaincu à 100% que tous les sites sont obligés de le faire. Vous voyez bien, sur certains sites, c'est vous acceptez ou vous vous abonnez. Et on n'est pas sur du j'accepte, je refuse et je personnalise. Il y a d'autres sites, et qui sont des gros sites, ce n'est pas parce que tout le monde le fait qu'il faut le faire, mais il y a quand même des choses à tester pour récupérer sa data. Pour l'anecdote, j'avais un client qui était persuadé qu'une de ses campagnes d'acquisition payante ne transformait pas du tout. Il a juste désactivé sa pop-up de consentement pendant une semaine pour se rendre compte qu'en fait, elle performait et qu'elle performait très bien avec des taux de conversion très élevés. Et ça, il a pu le voir qu'en désactivant la pop-up. Donc après, il a joué lui-même sur l'UX de la pop-up pour essayer d'augmenter ce taux d'acceptation. Donc le consent mode, c'est le fait que quand un utilisateur arrive sur le site, on met dans un état particulier Google Analytics et Google Ads qui fait en fait juste un ping en anonymisant les adresses IP et sans mettre de cookies et en anonymisant également le client ID, qui fait un ping vers les serveurs pour récupérer une donnée qu'il ne met pas directement à disposition mais qu'il utilise au sein de Google Ads et au sein de Google Analytics par une modélisation pour essayer de rattraper la visualisation des données. Sauf que là, on voit, c'est un rapport Google Analytics, je pense qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup qui l'ont, c'est-à-dire qu'on a une part de modélisation des utilisateurs qui permet de rattraper la donnée et qui est assez proche de la réalité lorsqu'on n'a pas la pop-up de consentement. Mais il y a certaines contraintes par rapport à ça. Les contraintes, je crois que je en parle dans la slide d'après. Si j'en parle pas, je vous le dirai à l'oral. Pareil sur l'étude de Didomi. Didomi, c'est une CMP qui permet de mettre en place une pop-up de consentement sur les sites. Ils ont fait cette étude-là ils ont constaté que sur 2022, voilà, la part de mise en œuvre du consent mode a été multipliée par 3. Donc les gens cherchent vraiment à récupérer au maximum la donnée. Alors, j'en parle pas, mais en fait, le consent mode, pour l'avoir dans Google Analytics, si je vous dis pas de bêtises, il faut avoir 1000 utilisateurs qui sont dans l'état, qui ont refusé
C'est 1000 événements avec l'état refusé et 1000 événements avec l'état accepté du consentement sur une période de 7 jours pour 1000 utilisateurs. Donc c'est des volumes assez importants pour commencer à bénéficier de la modélisation dans Google Analytics. Et on commence à voir arriver dans Google Ads justement ceux qui gèrent les campagnes ou qui ont accès au compte des warnings sur ils demandent de mettre en place ce consent mode. Typiquement, c'est ça, c'est activer le consent mode de Google pour rattraper par modélisation les conversions des campagnes. La seule différence, c'est que dans Google Ads, on n'a pas de visualisation distincte des conversions réelles, des conversions faites par le consent mode. Donc aujourd'hui, l'état des lieux, c'est CMP, multiplier les outils. À mon sens, c'est ce qu'il y a de mieux. Non exempt sans le exempt de consentement et avec consentement, et Google Analytics sans consent mode et Matomo. J'ai mis opt-out pour le configurer en exemple de consent mode. Donc j'espère que déjà je vous ai pas trop. Je vois que vous n'êtes pas trop en train de dormir. Je vois quelques yeux qui sont en train de se fermer. Alors, une stack pseudo-complète, je le mets entre guillemets parce qu'en fait, il en existe plein, mais qui, à mon sens, aujourd'hui, est une des meilleures solutions, c'est Tag Manager. Avec Tag Manager et Tag Manager Server-Side, j'ai ACAD, Matomo, CMP, entre parenthèses, je ne reviens pas dessus parce que j'en ai parlé. Les CMP, c'est les plateformes de consentement. Donc, Tag Manager... Alors, c'est marrant, je vais quand même m'attarder parce qu'on en a parlé avec plusieurs personnes là tout à l'heure. Tag Manager ne collecte aucune donnée. On ne met pas Tag Manager dans une pop-up de consentement. Tag Manager, c'est un TMS qui permet de construire un JavaScript qui est chargé sur le site et qui s'occupe de dispatcher vers les différentes plateformes, Analytics, Google Ads, Matomo, etc. Donc c'est vraiment ce fonctionnement-là. On est sur le site web. Tag Manager, il a généré un JavaScript et c'est dans le navigateur du client où il vient chercher les différents scripts à Analytics, et c'est du navigateur du client qu'ensuite c'est dispatché vers les différentes plateformes. Donc ça, c'est le fonctionnement de Google Tag Manager. On configure des tags, des variables, des déclencheurs. Google Tag Manager Server-Side, je vous présente l'interface. Si vous ne l'aviez pas vue, ça ressemble étrangement à Google Tag Manager, sauf que ça, c'est le point d'entrée. On va configurer des clients. Et alors ça, c'est tout nouveau, ça date de jeudi dernier. Alors, je vais en toucher deux mots après. Ça permet, il y a vraiment une tendance, une orientation de cette solution vers le travail d'anonymisation, de pseudonymisation des données pour essayer de maîtriser sa donnée avant de l'envoyer vers les différentes plateformes. Et c'est tout le but du jeu du server-side où, en fin de compte, on va configurer toujours un tag manager et un tag manager server-side. On a toujours en fait un petit JavaScript qui vient se charger sur le site du client, sauf que ce JavaScript, il va plus communiquer directement vers Analytics, Ads, Matomo, etc. Il va passer par un serveur. Et c'est le serveur qui déclenche. Alors ça a plein d'avantages d'un point de vue performance, puisque le dispatch ne se fait plus côté navigateur du client, mais il se fait côté serveur. Et de là, on peut dispatcher vers un petit peu tout ce qu'on veut. Donc si on suit la recommandation de la CNIL, je l'ai mis, c'est que normalement on fait une proxification pour faire un suivi de navigation difficile ou impossible. Voilà, donc autant dire que c'était un peu trop poussé, et justement, on en parle juste après, mais ce qu'il est possible de faire au niveau du proxy, et c'est tout le jeu, c'est le client ID de Google Analytics qui est lié au cookie et dans les requêtes qu'il envoie, qu'on va anonymiser pour dire à Google, OK, tu m'as mis un client ID pour cet utilisateur-là, mais moi, côté serveur, je vais le changer et je vais t'en donner un autre. Et je vais faire en sorte de traiter ma donnée que je vais t'envoyer pour que ces données pseudonymisées ne te permettent pas, quand tu les reprends, d'identifier un utilisateur distinct. Et il est possible de faire plein de choses, de pseudonymiser des identifiants de transactions, enfin, toute la liste qui est mise en place. Sauf qu'il y a eu le 26 avril 2023, donc ça bouge, il y a eu enfin un traité qui est sorti, qui a été accepté, c'est un arrêté du tribunal de l'Union européenne sur la pseudonymisation qui ne sont plus maintenant des critères qui, mis ensemble, pouvaient être considérés comme des données à caractère personnel. Si l'ensemble des données pseudonymisées ne permettent pas de remonter jusqu'à l'individu, alors on est
dans le cadre légal du RGPD. Et ça, c'est une grosse avancée. Mais faites attention à ce que vous allez entendre, parce que ce n'est pas open bar pour collecter tout et n'importe quoi vers GA4 maintenant. Parce que c'est bien ça le problème. C'est que ce n'est pas parce qu'on pseudonymise, donc se pseudonymiser, sans trop en parler, c'est le fait de ne pas réellement anonymiser la totalité, mais d'obfusquer une partie où quand on prend cette information-là, on ne sait pas à qui elle appartient. Mais en fin de compte, en faisant ça, si on se pose bien la question sur l'ensemble des données qu'on a, est-ce qu'on n'est pas capable de remonter à l'individu? Donc c'est ces questions-là qu'il faut se poser. Et parfois, on est amené à échanger avec des DPO ou des entreprises pour savoir voilà, jusqu'où on peut aller. Parce qu'à un moment donné, on est quand même obligé de collecter un petit peu de données. Donc ça, c'est une grosse avancée pour nous, ce qui fait que l'identifiant de cookie pseudonymisé n'est plus une donnée à caractère personnel à part entière. Et ça, c'est très important. Donc en fait, la pseudonymisation, on l'a fait ici. Sauf que quand on utilise GTM server-side, et c'est ce que je vous disais au début, en fait, le script, le gtm.js du tag manager, on le sert sur un sous-domaine de votre site. Sauf qu'il pointe vers une autre adresse IP. Donc on améliore, en faisant cette partie-là, on améliore les perfs, on améliore des choses, mais les cookies first party, pour ITP, pour l'instant, ça tombe dans le... ça sera bloqué au bout de 7 jours. Donc il existe deux grandes solutions aujourd'hui qu'on met en place. C'est une première solution, on passe par Google Cloud Platform avec un Firestore, on arrive à stocker un cookie, à le restaurer, à restaurer les cookies, voilà. C'est un peu technique, donc je ne m'étale pas trop. Et la solution la plus simple, c'est de passer par un Cloudflare. Vous mettez votre site devant un Cloudflare, vous mettez le sous-domaine devant un Cloudflare. Les deux domaines pointeront vers la même adresse IP. Du coup, le cookie first party pour Safari garde sa vie pendant 90 jours. Et on a bypassé la contrainte de ITP. Ça, je vais passer dessus. Grosso modo, c'est pour montrer les parts d'utilisation de Safari. Et en fait, on essaie de tendre au bout de 8 jours des utilisateurs quand on a mis justement le rattrapage par rapport à ITP. Et en fait, on a une vraie part d'utilisation de Safari qui, bizarrement, augmente. En faisant ça aussi, on est capable, et en fait, moi, je travaille beaucoup avec Addingwell. En fait, on obfusque le GTM.js, l'URL alternative, les différentes URL, donc GTM.js, GTAG.js. Et en fait, on bypass les adblockers. Donc, on arrive à bypasser tous les adblockers. Donc là, on a rattrapé ITP, on bypasse les adblockers, on arrive à faire prolonger les cookies. Donc, on commence à avoir une solution qui est extrêmement intéressante. Une fois de plus, l'idée, c'est de proxifier la donnée. L'idée, c'est quand même de protéger nos utilisateurs. Mais je reviens aussi sur le fait que quand vous avez des personnes qui dépensent des budgets colossaux par mois dans Google Ads, dans Facebook, etc., avoir je veux dire, la data suffisante pour pouvoir piloter ces campagnes, c'est extrêmement important. Là, c'est des exemples justement de server-side, et quand on mélange pour Facebook des rattrapages de data, on voit quand même que, comment je reviens en arrière, ça doit être comme ça. On voit que sur la commande, on a plus 27% de rattrapage de données. Sur des ajouts au panier, on est à 50%. Et en fait, on fait cohabiter les deux. On fait cohabiter le pixel et le server-side. Donc ça, c'est de la donnée qui est extrêmement importante puisque on va pouvoir mieux optimiser les campagnes derrière avec des audiences lookalike, etc. Donc je vous ai mis une stack, c'est vraiment schématique. Site, Cloudflare, server-side, Analytics, Matomo, Facebook. Et on peut faire du BigQuery en direct aussi. Et alors là, ça devient hyper intéressant parce que du coup, on passe même plus par une solution tierce. Ça coûte rien. Hein. Ça coûte moins d'1 € par mois. Et en fait, on vient brancher directement son Data Studio et son Looker Studio ici, ce qui fait qu'on bypass aussi les problèmes de quota que vous avez dû avoir dans Looker Studio, enfin nouvellement Data Studio. Avant, c'était Data Studio. Et les coûts, sur 25 millions de hits mensuels, on est à 390 € par mois. Je vous garantis que pour les petits sites, vous êtes, à mon avis, par là. Et après, on est à 2 € par tranche de 100 000. Moi, enfin, on est sur des coûts vraiment très bas. À mon sens, c'est une stack pas si compliquée que ça à mettre et qui est certainement parmi les plus bas en termes de coûts sur le marché, vu le retour sur investissement que ça apporte. Et enfin, quand on met un analytics sur un analytics, donc avec le consent mode, une CMP, une pop-up de consentement, un Matomo exempt de consentement, ce qu'on fait, c'est que on remonte des données sur ma pop-up a été affichée, combien ont accepté, combien ont refusé, combien ont personnalisé.
Et puis on va splitter ça par device et source d'acquisition. Et c'est là où c'est le plus important, c'est qu'on l'a. Enfin, tous vos clients l'ont fait, tous l'ont fait. Je suis sûr qu'il y en a même parmi vous qui le font. J'ai 70% de taux d'acceptation. Je prends ma stat, je prends mes stats, tout device confondu, toute source d'acquisition confondue, et puis je rajoute mon pourcentage pour avoir une estimation. Bon, bah, c'est faux. Il faut le faire par source d'acquisition. Surtout quand vous avez par exemple un retargeting, c'est-à-dire que l'utilisateur qui revient sur votre site, il est venu sur votre site, il a accepté, on a posé le tracker, il est remarketé, retargeté, il revient, il a déjà accepté. Donc on a forcément des taux qui sont très élevés. Donc en appliquant des pourcentages, en fin de compte, vous venez fausser un peu toutes les stats. Donc c'est ça qu'on peut faire avec Matomo derrière. Et après, on peut aller plus loin en branchant l'API de Matomo pour le remonter dans un BigQuery, le brancher dans un Looker Studio, etc., etc., etc. Et enfin, la toute dernière nouveauté, donc quand je vous montrais l'interface de Google Tag Manager server-side, c'est qu'ils ont rajouté justement une petite étape de transformation avant qu'on alimente tous les tags. Et ça, c'est hyper important parce que ça rajoute vachement de flexibilité. On peut travailler sa donnée, rajouter sa donnée, supprimer de la donnée, transformer sa donnée avant qu'elle soit dispatchée vers n'importe quelle plateforme. Et ça devient presque plug and play. Et dans la doc, je l'ai mis là. Ils ont intitulé l'entrée de cet élément, qui date de la semaine dernière, « Protéger les données ». Il y a vraiment une tendance sur la protection de l'utilisateur. L'idée, c'est d'essayer d'en collecter le plus possible tout en protégeant ses utilisateurs. Et voilà, je termine pour remercier évidemment Friends of Presta de m'avoir invité pour cette conférence, où je crois que j'ai respecté le timing. Et puis au web, PrestaRocket, MD Web et 410 Gone, qui sont des agences aujourd'hui qui me font confiance pour déployer du tracking chez eux. Place aux questions. Moi, il y a une question que je me suis toujours posée. C'était à partir du moment où on mettait un plan de tagage en place et qu'on configurait la CMP, quelle est la responsabilité de la personne qui l'installe justement? Est-ce que c'est le client qui la prend ou c'est justement celle qui la met en place? Alors, je ne vais pas te faire une réponse, parce que c'est bien le problème de ce sujet-là, c'est que tout le monde botte en touche à chaque fois. Et si je suis la règle, je devrais botter en touche. En fait, moi, ce que je fais, c'est que justement, je discute avec des avocats sur ce sujet-là. En fait, si tu mets en place la CMP et que tu travailles justement la pose des cookies et que ce que tu as fait est RGPD compliant, dans e-privacy compliant, on va dire plus que RGPD compliant, derrière, la collecte de données, si pour X raison, tu ne mets pas un script dans ton GTM qui vient enlever les données à caractère personnel, un paramètre en get avec un mail, si c'est le développeur qui l'a mis en place, c'est aussi au client d'aller analyser sa donnée pour l'anonymiser par ailleurs. Donc tu n'es pas responsable de non plus les solutions et ce que le client va faire avec ces données-là. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'en cas de remontrance de la CNIL envers le client, il y a une chaîne qui s'établit, qui est un peu compliquée dans la part du sous-traitant. Est-ce qu'il est réellement sous-traitant ou est-ce qu'il est partie prenante dans le traitement des données? Et la responsabilité n'est pas la même. De toute façon, c'est le client qui prendra le plus, mais on sait que à partir de ce moment-là, quand on est dans les 4% du chiffre d'affaires en pénalité, il n'y a plus trop de copains, donc ils vont essayer de descendre au maximum vers les sous-traitants. Et c'est pour ça qu'il faut se protéger un maximum. Mais essayer de bien faire les choses. Après, la responsabilité, c'est aussi en grande partie au client. Mais une fois de plus, je ne suis pas juriste. Donc, tu vois, j'y viens à ma réponse en bois. Hein. Allez, je tente une question belle. Lui. Est-ce que tu as des stats sur le nombre de boîtes qui se sont pris une amende pour non-respect du e-privacy? Alors, je vais parler même plus globalement entre moi, mes clients et la communauté, on va dire, de la data. J'en connais très, très, très peu. Ouais, on est bien d'accord. On a tous les grandes annonces qu'on connaît, mais réellement sur ça, non. Par contre, j'en connais qui sont susceptibles de prendre une amende de la CNIL pour des problèmes de sécurité sur le site.
Et on en parlait, je ne sais plus avec qui, je crois qu'on en parlait tout à l'heure. En fait, le RGPD a un gros volet autour de la sécurité, et ça peut aller très très loin. Ouais. Christian, Shippingbo. Alors, je ne suis pas technique, malheureusement, donc, parce que sinon, j'aurais peut-être une question plus pertinente. Ma question. Tu as mentionné le terme TMS. Il y a beaucoup d'acronymes en e-commerce. Ouais. TMS, pour toi, c'est quoi? C'est un système de gestion de tag management system. Tag management Ouais, system, ça marche. Et deuxième question rapide, le terme j'arrive pas à dire, pseudonymisation. Ouais, on parle de pseudonymiser. C'est le fait, par exemple, de anonymiser une adresse IP. Si tu prends une adresse IP et tu masques tous les caractères. J'entends, mais c'est un terme CNIL, ça? Ouais. Ah, J'ai dû mettre le lien d'ailleurs vers pseudonymisation au moment où j'en parle. Merci, Sinon, autant pour moi. ouais. Okay. Et il détaille la distinction des deux. Ouais. Ok. Il y a encore une question? Moi, ce serait une question plus sur la différence entre desktop et mobile. Je ne parle pas forcément d'iOS parce que c'est le même Safari à peu près, mais notamment sur Android et PC. C'est facile de mettre un adblocker ou des trucs comme ça sur son Chrome ou son Firefox sur PC. Sur téléphone, c'est quasiment impossible à ma connaissance, sauf à vraiment bidouiller. Du coup, est-ce qu'on ne se retrouve pas avec finalement des trackers ou des données de GA, enfin de Google Analytics qui sont finalement assez fidèles, assez précises d'un point de vue mobile et complètement pas représentatives d'un point de vue desktop, vu que très peu de gens du coup vont effectivement laisser les données être traquées? Ah oui, tu as raison, parce qu'en fait, sur desktop, il y a beaucoup plus d'outils pour bloquer. Et d'ailleurs, la part AdBlocker est assez bluffante. Hein. Pour l'avoir fait tourner il y a 3-4 ans, il y avait une start-up américaine qui avait développé un outil qui permettait de bypasser les AdBlockers et qui remontait la stat. On arrivait à avoir un nombre de stats. On avait 2 analytics avec bloqueur et autres. Et effectivement, on était à 23% sur une boutique qui vendait du matériel de cuisine pour professionnels. Donc, tu vois. Et en fait, on se rend compte que, quels que soient un peu les métiers, il y a énormément de adblockers qui sont utilisés. Et c'est vraiment assez bluffant. Donc pour répondre à ta question, oui, forcément. Après, sur smartphone, il va y avoir aussi quand même un delta sur, faut pas oublier, surtout quand tu es en mobilité, un 3G, un 4G, les temps de chargement des scripts, le chargement de la page, on va essayer d'optimiser un maximum. Tu peux avoir une navigation entre pages et un ping qui se fait vers une plateforme qui n'est pas opérationnelle. Mais en théorie, tu es plus proche de la réalité quand même sur mobile que sur desktop. Ouais. C'est une bonne question, ça. En fait, c'est justement ça qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre en place une étude assez facile sur un même site en déployant 2 trackers, un qui va bypasser l'adblocker et un qui ne le bypassera pas. Et sur mobile, essayer de voir la proportion de data qu'on récupère. C'est une bonne idée, ça. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Ouais, moi j'ai une question sur si jamais tu utilises une solution maison, Matomo, il me semble que tu peux l'installer sur ton propre serveur et que la seule chose que tu vas récupérer, si je prends sur un PrestaShop de base, la seule chose que tu vas récupérer en plus c'est l'IP. Est-ce que tu as besoin de demander le consentement, sachant qu'il n'y a rien qui va sortir? Alors le fait que ça sorte, c'est le RGPD, d'accord, que ça sort du serveur, mais est-ce que tu as quand même besoin de demander le consentement si tu as un PrestaShop de base qui va choper toutes les indications clients normales pour la commande, tu vois, mais le seul truc en plus, c'est l'IP? Bah, l'IP est une donnée à caractère personnel, mais tu vas me dire, dans tes log serveurs, tu l'as, l'IP. L'IP est une donnée à caractère personnel. Normalement, oui, tu es obligé de demander le consentement. Parce qu'en fait, tu collectes une statistique de comportement. Mais étant donné que c'est sur ton serveur, tu as une règle à respecter qui est que tu dois, si je ne dis pas de bêtises, faire le nettoyage de tes données au bout de 48 mois. Tu ne peux pas les conserver plus de 48 mois. Okay. C'est les 350 000 € qu'ont pris Doctissimo, c'était ça, c'est qu'ils avaient des données, en plus de santé, mais qui dataient de 3-4 ans et qu'ils conservaient, qu'ils exploitaient.
Juste pour terminer, sur ce genre de questions, je te rajoute juste une petite réponse en bois. Le mieux, c'est de demander à un avocat. La petite dernière, merci pour la presse. On n'entend pas beaucoup parler, mais quid des trackers dans les ouvertures de mails chez les mailjet et autres, il n'y a pas de consentement, il n'y a rien. Et pourtant, on sait exactement qui a ouvert quel mail, quelle campagne. Ouais, c'est une bonne question. Une fois de plus, moi, pareil, hein, je suis pas RGPD. Moi, ils m'ont tagué RGPD, je voulais pas au départ. Non, en fait, sur la boîte mail, c'est quoi? C'est la finalité après ce qui se passe sur le site. C'est quand il revient sur le site, mais c'est vrai que le pixel dans le mail, pour l'instant, aujourd'hui, il faudrait peut-être mettre 2 boutons, tu sais. Sauf pour l'ouverture du mail, c'est acquiescer que vous avez... Non, je ne sais pas, il faudrait poser la question. Comment? Ouais, oui, c'est ça, qui est comme Google Fonts qui récupère l'adresse IP, ce type de choses. Mais on sait de toute façon, et on a vu l'amende de Facebook récemment, que Facebook collecte encore plus de données que toutes les plateformes dont on parle. Donc, si, tu collectes inévitablement une donnée, c'est l'adresse email. Il reçoit un mail et tu pinges l'information qu'il a ouvert le mail, qu'il a vu le mail, qu'il a cliqué sur un lien dans le mail. Et c'est lié à une adresse email. Il n'y a pas plus personnel comme donnée. Non, mais même. Alors, après, oui, l'email opt-in. L'email opt-in, sauf que tu collectes une donnée de tracking qui va être envoyée vers une plateforme, Mailjet, Sendinblue ou autre, qui va inévitablement faire un traitement de données. Et à partir du moment où il y a un traitement de données, c'est le RGPD. Et quel pouvoir tu as pour agir sur ce traitement de données sur ces plateformes-là, pour offrir le droit à l'oubli à l'utilisateur qui a quand même donné son consentement sur ton mail. Donc, vous voyez, ça peut aller en fait très très loin, cette chaîne-là, si on a envie s'ils ont envie d'être pénibles avec vous. Merci Nicolas.